Bonjour et bienvenue à Sortir de la boîte, le podcast qui met en valeur les organismes communautaires de notre région d'une manière originale et interactive. Je m'appelle Fabienne Ascherman et j'ai le plaisir de recevoir Julie Courtois du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, communément appelé CALAX. Merci, bonjour Julie. Bonjour Fabienne. Bienvenue dans les studios Merci. De la télévision communautaire. Des beaux studios, hein? Beaux studios, hein? Oui, Moi aussi, vraiment. je trouve ça vraiment très beau ici. Alors, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet sous la formule un peu ludique pour ce podcast, j'aimerais que tu nous présentes en quelques mots l'organisation. Tu en es la directrice générale donc du CALAX. On va pouvoir utiliser l'acronyme maintenant que tout a été clairement nommé. De nous présenter en quelques mots, qu'est-ce que le CALAX? Oui, bien sûr. Alors, Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Nous, dans le fond, là, on va aider les victimes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Mm-hmm. Parce que quand une personne a été victime d'une agression à caractère sexuel, elle a tout un paquet de conséquences avec lesquelles elle doit composer. Il y a toujours un avant puis un après dans ce genre d'agression-là. C'est un peu comme un vétéran qui va à la guerre puis qui perd un bras. Il va être capable de refaire sa vie après. Mais il va falloir qu'il réapprenne à faire la vaisselle, puis à faire l'épicerie, puis à faire son souper. Fait qu'une victime d'agression à caractère sexuel, c'est la même chose. Dans le après, elle doit réapprendre à faire certaines choses. Donc, on parle, par exemple, de sortir quand il fait noir. Hein? Il y en a pour qui ça fait peur. Se maquiller. J'ai mis du rouge à lèvres aujourd'hui. Il y a beaucoup des membres qui viennent chez nous qui ne sont pas capables de faire ça parce qu'ils se sont fait dire « c'est pas de ma faute, t'es tellement belle ». OK? Alors, vraiment, là, un éventail de conséquences avec lesquelles on les aide à mieux vivre. Et on fait ça de façon intervention individuelle et intervention de groupe aussi. On fait aussi beaucoup de sensibilisation, autant dans les écoles que dans les entreprises. Et nos services s'adressent aux femmes et aux personnes issues de la diversité de genre. Merci, ça nous donne une idée un peu plus précise de quelle est votre mission finalement du CALAX maintenant. On va entrer dans le vif du sujet, Julie, parce qu'il y a plein de cartes vraiment intéressantes dans cette boîte. Je ne les connais vraiment pas toutes, mais tu vas pouvoir utiliser ce dé. Sur chaque facette du dé, il y a une couleur avec un mot-clé qui correspond à une catégorie de cartes. Et puis, il y en a une aussi de facette où il n'y a pas de couleur, en fait, elle est blanche. Et celle-ci te permet de choisir la carte de ton choix, en fait. Oui. Alors, à chaque fois, évidemment, il faut jeter le dé pour que ça te donne la chance de tirer une carte et tu peux me la remettre pour que je puisse lire ce qui se trouve sur cette carte-là. OK. Alors, c'est parti, Julie. C'est parti. Okay. Défi. Défi. Une couleur orange pour toi. Merci. Alors, Julie, défi. Quels sont les défis liés à l'engagement et au maintien des bénévoles? Avez-vous des bénévoles? Eh bien, je vais dire, le plus gros défi qu'on a, c'est d'avoir des bénévoles. Est-ce que vous en cherchez? Pas nécessairement. Pas nécessairement. On a actuellement une cohorte de 5 bénévoles qui sont super dévoués, qu'on adore et qu'on remercie, par ailleurs. Mais je vais donner un exemple concret. S'il te plaît. Par exemple, pour Rock la cause, qui dédie une partie des profits à une cause dans la région. Mm-hmm. Ça prend beaucoup de bénévoles pour participer à ça. Mm-hmm. Moi, je ne pourrais pas mobiliser ce nombre de personnes-là. Ou les biscuits sourires au Tim Hortons. Mm-hmm. Je ne peux pas faire ça parce que les membres qui sont chez nous ne veulent pas être associés au CALAX. Okay. Parce que souvent, leur entourage ne le sait pas. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et ça demeure confidentiel. Ça doit demeurer confidentiel. Donc, le défi qu'on a par rapport aux bénévoles, c'est juste qu'on n'en a pas. Oui. Et on comprend, en fait. On ne peut pas associer les membres. Est-ce que vous parlez de membres, finalement? Est-ce que c'est un membership? L'association, l'organisation du CALAX, vous avez des membres. C'est des personnes qui sont membres de votre organisation. Oui. Donc, on comprend qu'eux ne peuvent pas soutenir la cause parce qu'il y a cet anonymat ou en tout cas cette confidentialité. Donc, ça représente vraiment un défi. Les 5 bénévoles que tu nommes, que tu nommes pas, mais qui sont existants, de quelle façon ils bénévolent chez vous? Ils font surtout des tâches administratives. D'accord. Donc, ils vont monter des dossiers d'ouverture. D'accord. Quand on fait un accueil pour une personne qui veut des services chez nous, on doit remplir un certain formulaire avec... on a une formule de consentement de divulgation des informations.
pour dire à la personne qu'on va se partager des informations dans nos échanges cliniques. Puis, on a une auto-évaluation. Fait que, tu sais, ce dossier-là, ils vont monter ça. Là, on s'apprête à célébrer notre 25e anniversaire au mois d'avril. Oui. Donc, là, ils font les centres de table. Oui, je comprends. Alors, c'est un peu un mélange de tout ça. Ça peut, c'est ça, aller des photocopies, du déchiquetage, des trucs dont on a besoin, puis ça nous sauve beaucoup de temps. Oui, c'est ça. C'est supporter la mission, mais en n'étant pas directement impliqué dans votre cause, finalement. C'est pour vous que vous puissiez, ou le personnel puisse se dédier davantage à la cause. OK, je comprends. Oui. C'est bien important aussi de savoir que nos bénévoles, elles, signent une entente de confidentialité. Oui. Donc, habituellement, elles sont retirées du reste des interventions, mais on ne peut jamais être 100% certain. Donc, on fait très attention à ça. Oui, je comprends. Votre adresse, d'ailleurs, est confidentielle, il me semble. Hein? D'accord. Donc, un prochain coup d'idée, qu'en penses-tu, Julie? Oh, un autre rêve. On est dans le rêve. Merci. Alors, Julie, y a-t-il un projet que tu aimerais réaliser ou que vous aimeriez réaliser comme équipe avec la participation de la communauté entière? Y a-t-il un projet que tu aimerais ou que vous aimeriez réaliser avec la participation de la communauté entière? On rêve, là, on est dans les rêves. Oui, bien, tu sais, le projet ultime, le rêve ultime avec la communauté entière, c'est de changer les mentalités complètement puis que ça ait plus lieu. Oui. Mais c'est une réponse un peu cliché, là. C'est un idéal vers lequel vous devez tendre. C'est certainement des moteurs de ce qui vous pousse à travailler dans ces contextes-là, quand même. Oui, effectivement. Puis, on voit quand même beaucoup de changements sociétaux actuellement. Donne-nous des exemples où vous percevez de votre regard professionnel des changements. Où vous les voyez ou quand est-ce que vous les voyez? Comment? Oui. J'ai comme plein de questions. Moi, j'ai un certain âge et quand j'étais jeune, beaucoup de gestes étaient banalisés, étaient acceptés, banalisés. Écoute, c'est comme ça. Mon oncle, il est comme ça, c'est pas grave. Ça, c'est plus acceptable aujourd'hui. Je suis pas si vieille que ça, quand même. Et quand on se promène dans les écoles, là, en ce moment, il y a comme deux tendances. On a des jeunes qui sont super allumés, qui sont très humanistes. Fait que tu vas avoir des jeunes garçons qui vont protester contre les codes vestimentaires en mettant une jupe, là. Tu sais. Et puis, tu vas voir des jeunes garçons qui traînent des produits hygiéniques féminins pour aider leurs collègues féminines quand elles ont besoin. Comme ça. Oui. Fait que ça, c'est une tendance. Oui. Malheureusement, l'autre tendance qui est très, très en vogue en ce moment, c'est le masculinisme, où est-ce qu'on prône le retour à des valeurs traditionnelles, où est-ce qu'on veut une femme soumise, et ainsi de suite. Si c'est ce que la femme désire, j'ai rien contre ça. Mais il ne faut pas l'imposer à tout le monde. C'est ça l'affaire. Donc, dans les changements plus positifs qu'on voit, ben, c'est dans l'autre branche dont je te parlais, c'est ça. Où est-ce qu'on a des gens qui font des grosses prises de conscience, des gens qui n'acceptent plus. Quand j'allais dans les écoles, je me souviens très bien qu'on parlait des jeunes qui travaillent au service à la clientèle. Puis je leur demandais des fois, ça vous arrive-tu, là, tu sais, quand il y a un monsieur ou une madame qui vous fait un commentaire déplacé, tu fais puis tu sais très bien que ça te rend mal à l'aise. Puis souvent, la réponse que j'avais, c'est moi, je leur dis là, que ça me rend mal à l'aise, puis c'est pas grave, puis c'est correct. Puis je suis comme, ouais, OK, c'est bon ça. Alors que dans mon temps, on devait bien paraître puis faire... Ça n'aurait pas été possible de faire un commentaire d'affirmation, en tout cas. J'aurais peut-être perdu ma job. Oui, c'est ça. OK. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à un employé de manifester son mal-être ou son malaise par rapport à une situation. Et où on va même soutenir l'employé. On va même dire, ça, c'est inacceptable, tu sors de mon entreprise. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est des exemples où vous voyez qu'il se passe des choses, mais des jeunes qui sont peut-être plus en possibilité de prise de pouvoir, peut-être? Est-ce que ça vient de la sensibilisation? Qu'est-ce qui fait que la génération des jeunes, je ne sais pas, on va dire du 15-25 ans pour dire quelque chose, est-ce qu'on peut voir cette tendance-là ou
il y en a, mais c'est pas représentatif des jeunes. C'est difficile de savoir, à l'adolescence aussi, qui est quand même une période pas toujours facile, de s'affirmer alors qu'on se cherche quand même beaucoup. Est-ce que c'est une génération particulière? Mettons, le 15-25, on se dit, ah oui, on remarque vraiment une très nette tendance à une affirmation de soi dans un âge qui n'est pas nécessairement facile dans notre biographie humaine. Ben, j'aurais envie, puis là, j'ai pas fait d'études sociologiques, donc c'est une impression, moi ressentie. Oui, c'est ça. Tu sais, on est très, très polarisé maintenant sur nos opinions. Puis les ados, je pense ou les jeunes, sont pas libres de ça non plus, d'être polarisés, d'être de ce côté-là ou de ce côté-là. Exact. La pensée critique... les nuances. Oui, les nuances, la pensée critique, on a de la misère un peu là-dessus. Donc, on a des jeunes qui prennent beaucoup de positions, tu sais, qui vont faire des prises de position très cantées, mais... c'est ça. Est-ce que ça annonce un changement social? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Puis ça peut être lié au développement. Prendre une position, c'est une façon de dire, moi, je fais partie de cette gang-là. Il y a une question d'appartenance aussi. Ouais. Quand on peut s'affirmer, moi, je suis plutôt noir, moi, je suis plutôt blanc, qu'importe que ce soit positif ou négatif, mais d'être affilié à un groupe ou sentiment d'appartenance, c'est quand même un sujet en soi aussi. Des fois, on est prêt à faire des choses pour se sentir appartenir. Bien, c'est ça, j'étais pour te donner comme autre exemple. Tu sais, oui, d'un côté, on voit des jeunes qui sont plus humanistes. Oui. Puis, d'un côté, on voit le masculinisme. Puis, on a aussi, en même temps, la banalisation de la sexualité, la normalisation de la sexualité, qui, en principe, c'est une super bonne idée, là. Nous autres, au Calax, on n'est pas là pour faire la morale à personne. On n'est pas... tu sais, je te disais, en pré-entrevue, on est sex positive, là, tu sais. Quand c'est bien fait, puis avec le consentement, on est là. Oui. Par contre, normaliser la sexualité jusqu'au point où est-ce qu'on tombe dans l'exploitation, jusqu'au point où est-ce qu'on banalise le fait d'échanger des actes sexuels contre autre chose, et ça a des conséquences. Oui. Et ça, les jeunes n'en sont pas tout le temps conscients. Oui. Puis il y en a beaucoup. On pense qu'on est dans une petite région puis qu'on est protégé, là, mais non, il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais. Et étonnamment, en tout cas, on parle aussi d'hypersexualisation. Il y a un petit peu tout ça, moi, qui m'interroge. Je me dis, on est quand même très... je ne sais pas si on est... C'est peut-être une perception que j'ai qui est fausse, mais on va quand même être très vite dans des personnes dénudées ou qui font l'apologie d'un corps parfait. On voit quand même des images... On a la possibilité de le voir n'importe où, des images comme ça, et on va vite aller sur l'aspect de la sexualité, de l'apparence, d'être désirable. On ne peut pas dire qu'il y a un changement notable. Maintenant, on voit un petit peu plus différentes physionomies dans certaines publicités aussi qui apparaissent, mais ça a un impact, ça aussi, au niveau d'être accepté ou de sentir appartenir, que de vouloir être désiré à tout prix, alors que c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on veut, je sais pas. Bien, je pense que ça, depuis que l'humain est un humain, être accepté puis être désiré, c'est important. Je pense qu'il y a des raisons bien biologiques par rapport à ça, là, tu sais, la reproduction, puis bon. Au niveau de la nudité, c'est sûr que là, l'information circule à une vitesse qu'on n'a jamais vue, puis qu'on est comme la première génération à dealer avec ça, puis on ne sait pas trop comment faire, puis quoi faire, puis qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense qu'on va apprendre, puis qu'on va se gérer, puis on voit des choses comme, bon, ben là, on veut pas de téléphone dans les écoles, tu sais, ce genre de choses-là. Faut pas tout démoniser non plus, parce que c'est une belle source, une source d'information, une source de rester connecté avec des gens, c'est une autre forme de socialisation. C'est ça. Au niveau de l'hypersexualisation, effectivement, c'est une arme à double tranchant. Oui. La reprise de pouvoir de la sexualité des femmes, tu sais, avec les mouvements féministes qu'il y a eu, fait en sorte que les femmes sont libres sexuellement, yay! Et qu'elles ont le pouvoir sur leur sexualité, yay! Mais ça fait aussi en sorte que c'est facile de, justement, banaliser des actes qui sont plus violents. Alors, puis de dire, ben là, si elle a dit oui, c'est parce qu'elle veut. Ben oui, mais on voit pas le 15 minutes de manipulation que tu as fait avant, puis le mois et demi que tu as fait avant, tu sais. Oui. On est là-dedans, et ça, ben c'est une zone grise dans laquelle il faut faire attention. Oui. Julie, on serait rendu à une prochaine carte. Si tu veux bien lancer le dé. Impact. Ça va être ta première carte rouge. Oui. Voilà, merci. Alors, Julie, y a-t-il un impact inattendu
que votre travail a eu sur la communauté? Y a-t-il eu un impact inattendu que votre travail a eu sur la communauté? Est-ce que tu penses à quelque chose? Quelque chose à laquelle vous attendiez pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Bien, parce que ça fait quand même 25 ans qu'on existe. Hein? Fait que on commence à connaître l'impact qu'on a dans la communauté. Donc, il n'y a pas tellement d'effets inattendus. Vous avez quand même une idée de l'impact que vous avez sur la communauté. Exact, exact. Je te dirais peut-être une petite surprise qu'on a eue quand on a fait des sensibilisations en entreprise. On se promène avec une survivante qui, donc, fait son témoignage et puis... Donc, qui est d'accord, finalement, de travailler à visage découvert, on peut le dire, hein, qui se commet personnellement. Elle est animatrice au Calax, la belle Marianne, on peut la nommer. Bonjour Marianne. Puis je suis contente de la nommer parce que c'est vraiment le visage du Calax. Là, quand elle se promène dans les écoles, elle se fait dire « Hey, c'est Madame Calax! » Et donc, elle a fait des sensibilisations, des témoignages, puis on est en entreprise et on est dans la région de son enfance. Marianne, elle a été victime d'agression, elle, dans l'enfance, de 8 à 12 ans. Donc, on est dans sa région de son enfance et il y a un de ses anciens collègues de classe qui est assis. Donc, il travaille dans cette entreprise. Exact, oui. Et ça l'a marqué, là. Lui, l'impact a été très, très fort pour lui parce qu'il dit « Je me serais jamais douté ». Tu étais la fille souriante, tu sais, qui faisait du cheerleading, puis qui était impliquée gouvernement étudiant, puis ainsi de suite. Puis, puis il dit, je me serais jamais douté. Puis ça, il a fait faire une grosse prise de conscience, tu sais, que c'est ça. Tu sais, on parle dans les statistiques. Quelle prise de conscience? Je suis curieuse. Donc, elle entend quelqu'un qui dit, jamais je me serais douté que tu étais victime de violences sexuelles jeune. Qu'est-ce que ça lui montre? Qu'est-ce qu'elle entend quand ce collègue d'études ou de classe lui reflète ça une fois adulte? C'est une bonne question. Ça veut dire qu'on est vraiment capable, c'est ce qu'on voit aussi, que les victimes d'agressions à caractère sexuel sont capables de le cacher vraiment très bien. Vraiment très bien. Parce qu'on est très possiblement entouré de gens, même de proches, qu'on ne soupçonne pas. Mais c'est ce que j'allais dire, les statistiques, là, au niveau des femmes, c'est une femme sur 3. Ouais. Puis encore, c'est difficile de s'appuyer. C'est une statistique qui est très relative, parce que pas tout le monde va dire « moi, pas moi ». Ça, c'est les chiffres des personnes qui vont porter plainte. OK. En lien avec les plaintes. Oui, à la police. D'accord. Mais tu sais, une femme sur 3, là, tu sais, on est 2, là. Fait qu'il y a une autre personne avec nous, mais il va en avoir une. Des 3. Ouais, oui, exact. Je comprends, ouais. Alors, elles sont partout. Elles sont partout, effectivement. Puis oui, on a une très, très forte capacité de le cacher. Oui. Et ça fait partie... c'est un mécanisme de défense. Oui. Hein? La plupart des victimes nous disent, je veux être normale. Je veux une vie normale. Mais c'est quoi la normalité, dans le fond, tu sais? Et puis ouais, c'est ça, cette prise de conscience-là, c'est souvent ce qu'on essaie de faire quand on va en sensibilisation, tu sais. Quand on va chez les jeunes, par exemple, on leur dit, tu sais, on va vous demander de rester poli puis de faire attention à vos commentaires parce qu'une fille sur 3, là, il y en a dans la classe ici, c'est sûr. Là. Donc... Ça doit être quand même une remarque qui doit marquer, quand on parle dans une classe qu'il y a un potentiel d'une femme sur 3, une jeune femme, une fille sur 3, puis que dans une classe de X élèves, on peut considérer qu'il y en a 2, 3, 4. J'imagine que ça doit rendre plus tangible cette réalité auprès des camarades de classe. Oui, plus tangible. Puis, Marianne, justement, elle donne un nom à la victime. C'est plus juste les victimes, ils ont ça. Moi, j'ai souffert de ça. Moi, j'ai souffert de troubles alimentaires. Moi, j'ai fait ça. Alors, ça, il est plus là, l'impact. Oui, c'est ça. Hein, parce qu'il est comment dire, il est incarné. C'est une personne qui parle en son nom personnel. Ouais. Exact. On commence à en voir davantage, je trouve, aussi sur les réseaux ou bien dans des émissions. Les personnes vont vraiment clamer ou raconter leur histoire à visage découvert parce qu'ils ont une volonté que les choses cessent, puis
puis que peut-être, effectivement, il faut que la honte change de camp. Oui, c'est ce qu'on a vu sur un procès récent en France, hein, où ça a été un logo aussi extrêmement utilisé. Il faut que la honte change de camp. Et puis, c'est pour ça qu'on remercie les victimes qui veulent bien parler. Oui, c'est ça. C'est correct, celles qui ne veulent pas aussi. Oui. Mais celles qui veulent parler contribuent à ça. C'est ça. Ouais. Puis il y a la personne qui l'a vécu, mais elle a comme un double travail. Elle a, ce qui lui appartient, ce qu'elle a vécu, puis avec lequel elle va composer jusqu'à la fin de ses jours, indépendamment de l'accompagnement. Mais en plus de ça, il y a ce qu'elle fait pour la communauté, ou pour autrui, ou pour d'autres. Et il y a comme vraiment quasiment une double mission. Il y a la personnelle, mais il y a la mission plus altruiste aussi, exact. Qui peut donner du sens finalement à une expérience qui peut être extrêmement douloureuse et souffrante. Hein? Oui, ça fait partie d'un processus. Une personne qui vit un trauma complexe, une personne qui vit un trauma complexe peut éventuellement, avec de la résilience, puis là, ça va être dur comme qu'est-ce que je veux dire, mais va sortir du positif de ça, puis va sortir une meilleure personne à la suite de son expérience. Et ça, ben c'est ce que je te disais tantôt, ça dépend des conditions du dévoilement, de sa résilience et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Mais effectivement que certaines survivantes vont aller vers le rôle d'ambassadeur, qui vont prendre ce rôle-là, ce chapeau-là. Il y en a que ça va être des mentors. Par exemple, en exploitation sexuelle, on a plus des rôles de mentors que d'ambassadeurs. Parce que dans certains milieux, en exploitation sexuelle, tu sais, quand on parle d'exploitation sexuelle, on a... précise-moi, s'il te plaît. Oui. On a l'exploitation de survie. Fait que, par exemple, je suis pas capable de payer mon loyer, fait que je vais faire un acte sexuel avec mon propriétaire de mon logement pour compenser. Oui. Fait qu'il y a ça. Il y a l'exploitation sexuelle des gens qui veulent juste comme essayer la vie de rock'n'roll, tu sais, puis qui vont se dire, ben moi, j'aime ça, puis moi, je le fais. Tu sais, on va parler d'auto-exploitation dans ce sens-là. Alors, ça va de vendre des photos sur Internet jusqu'à faire des actes sexuels. C'est un piège. Ça vire jamais bien. OK? Et il y a les réseaux d'exploitation sexuelle ça, c'est vraiment le proxénète qui recrute des jeunes personnes pour les vendre. C'est du trafic humain. Et dans le cas d'exploitation sexuelle, ceux qui sont avec des réseaux, là, des gros réseaux, on peut difficilement avoir des ambassadeurs parce que souvent, ces réseaux-là existent encore. On va avoir plutôt des mentors. Et quel est le rôle du mentor? Ou qu'est-ce qu'il va pouvoir ou qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Oui. En fait, le mentor, là, sa job, ça va être de dire « J'ai été à ta place. OK. On est semblables, toi puis moi. Puis je peux te dire que la violence que tu vis là n'arrêtera pas. C'est pas vrai quand il dit que tu es spécial. Tu sais, je l'ai fait moi aussi, puis si tu as besoin de parler, je suis là pour toi. D'accord. Fait que là, on est plus là-dedans, puis au niveau des réseaux d'exploitation, ben, on peut pas être public comme une victime d'agression sexuelle parce que c'est des réseaux qui sont dangereux. Fait que du moment, si les victimes prennent la parole publiquement... elles se mettent en danger, en réalité. Ouais, exact. C'est ça. Encore des sujets super intéressants. Moi, là, quand c'est le temps des fêtes, là, puis que les gens me demandent « Comment ça va ta job, Julie? » je peux juste dire « Bien. » Je peux pas parler plus que ça parce que tranquillement, le souper va faire fou. Puis là, tout le monde va être super déprimé. Fait que voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Allons-y pour une autre carte, Julie. On fait tourner le dé. Yay! Bon, souvenir. Voilà une carte que tu n'as pas tirée. Souvenir. Ah, il y en a même deux. Excuse-moi. Ouais, elles sont tellement électrisées. Alors, as-tu un souvenir de bénévolat ou de collaboration avec un autre organisme qui a eu un impact particulier? Une collaboration ou un bénévolat avec un autre organisme qui a eu un impact particulier? Là, c'est le moment où est-ce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'il y a des informations confidentielles. C'est exigeant quand même, hein, de prendre le micro quand il y a comme tout cet aspect de... Je pense que comment le CALACS, il y a vraiment toute cette bulle de confidentialité. Là, je parlais tantôt d'une adresse qui n'est pas connue par le public. Évidemment, l'identité de vos membres, mais ça demande quand même un exercice cérébral. Hein? Oui, quand même. Faut savoir aussi, puis ça, c'est super important que je le dise, les exemples que je donne, c'est des exemples que moi, j'ai créés ou que j'ai l'autorisation de donner. Oui, je comprends. Super important. Comme quand je parle de Marianne, oui. Elle sait que je vais parler de son histoire, oui, c'est correct. Ça.
Collaboration. Et de façon générale, on collabore beaucoup avec le BLITZ, qui est le bureau de lutte aux ITSS. Ça, c'est les maladies infections transmissibles sexuellement. Hein? Oui, par le sang, voilà. Par le sang. Ah oui. Et voilà. Et donc, eux, ils travaillent la sexualité saine. Ils vont parler de pornographie, ils vont parler d'habitudes sexuelles et ainsi de suite. Donc, nous autres, là, souvent, ils nous réfèrent à quelqu'un, puis là, on leur retourne à la fin du processus, puis eux sont beaucoup présents dans les écoles. Oui. Ils ont un super beau service d'intervention scolaire. Et donc, c'est un allié extrêmement important en ce qui nous concerne. L'impact que ça a... j'ai pas un exemple précis, unique à dire. Par contre, du côté des directions d'école, on se fait dire que c'est vraiment, vraiment précieux comme collaboration puis comme présence au niveau du BLITZ. Vous-même, êtes-vous présent dans les milieux scolaires? Nous, on fait des sensibilisations dans les classes. OK. Et on a une école sur nos territoires qu'il y a une intervenante qui va une fois par semaine. D'accord. Nos territoires sont les MRC de Bécancour, d'Arthabasca et de l'Érable. OK, vous couvrez large quand même. Hein? Quand même. Oui. Alors, c'est ça. Donc, on va faire des sensibilisations scolaires, puis à chaque fois qu'on va faire une sensibilisation dans une classe, on a 1 ou 2 dévoilements. Donc, l'intervenante va être appelée à retourner à l'école, mais on n'a pas un bureau fixe comme le BLITZ va avoir. Oui. Et c'est ça qui fait leur force, puis c'est ça qui fait que la collaboration est vraiment intéressante. Et c'est ça qui fait que les directions, puis le personnel de soutien, puis le personnel scolaire nous disent ça a un bel impact là, au niveau... Parce que, tu sais, aussi, les profs sont pas nécessairement équipés pour parler de sexualité puis d'agression sexuelle. Là. Donc, ça fait que ça va être mon choix de collaboration et d'impact. Oui, c'est ça. C'est une collaboration qui vous permet, en tout cas, d'être actif et puis au niveau de la sensibilisation, puis qui vous donne une voix dans les écoles. Vraiment. Oui, c'est ça, vraiment. Le temps file, Julie, un sujet qui n'a pas de fin. Tout ce qui touche les relations humaines, quelles qu'elles soient, c'est des sujets qui n'ont pas de fin. Mais en tout cas, merci de tout ce que tu nous partages. Ça nous donne une petite idée. En tout cas, c'est difficile de s'imaginer tout ce que vous réalisez, mais ça nous donne déjà une très belle idée de ce que tu nous partages là. Est-ce que, avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais... je sais pas, une information que tu aimerais donner aux auditeurs, ou bien quelque chose en lien avec un événement que vous créez, ou bien une information que tu dis, il me semble que ce serait un bon temps au micro de partager ça aux auditeurs ou de les informer sur quelque chose en particulier? Bien, simplement, venez chercher de l'aide. Je répète, nos services s'adressent aux femmes et aux personnes issues de la diversité de genre. Il y a de l'aide pour les hommes aussi. C'est un organisme qui s'appelle Emphase, qui font un super beau travail. Oui. Donc, au CALAX, 819-751-0755. Pour la région de Bécancour, c'est le 819-995-0755. Calax.net. Cherchez-nous, on est disponible, on est là. On est sur Facebook aussi. Tu peux me parler sur la Messenger. Souvent, c'est moi qui réponds. Oui, bon à savoir. On vous trouve donc Calax sur Facebook. C'est ça votre page? Calax Univers-toi. Univers-toi. Oui, parce qu'on est inclusif. Alors, merci beaucoup, Julie, pour ta précieuse collaboration. Et puis, félicitations à toute l'équipe aussi qui travaille pour permettre de soutenir finalement les personnes qui sont victimes d'actes à caractère sexuel. Merci à toi. Alors, c'est ainsi que se termine cet épisode de Sortir de la boîte. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à le partager. Et si vous souhaitez connaître ou en savoir davantage sur les invités à venir, je vous invite à aller sur le site Internet de la télévision communautaire des Bois-Francs. Sur ce, je vous dis à la prochaine.